Juillet 1940. L'Allemagne d'Hitler vient de remporter une victoire éclatante sur la France et domine l'Europe continentale. Seule l'Angleterre de Churchill résiste encore. L'Italie, elle, est entrée en guerre en juin 1940, une fois la victoire allemande acquise, avec l'ambition de mettre la main sur Nice, la Corse et la Tunisie. Mais l'échec de son offensive sur les Alpes, et surtout la volonté d'Hitler de ménager la France afin de la faire sortir de la guerre, l'en empêche. Mussolini, qui jalouse les succès allemands, vise maintenant les possessions anglaises au Moyen-Orient et principalement en Égypte. Il compte sur une offensive depuis la Libye vers Alexandrie et le canal de Suez, associée à une offensive sur le Soudan anglais depuis ses positions en Érythrée et en Éthiopie, afin d'avoir des gages lors des négociations de paix avec l'Angleterre qu'il croit imminentes. Le théâtre d'opération libyen est particulier. Pour le ravitailler, il faut déjà traverser la Méditerranée dominée par les Britanniques, qui, outre la flotte d'Alexandrie, possèdent l'île de Malte sur la route des convois depuis l'Italie. Le seul port capable de débarquer le matériel lourd est celui de Tripoli. Puis, par la route, il faut rejoindre la frontière distante de 1600 km par la Via Balba, la seule bonne route qui longe la côte jusqu'à Soloum. Les capacités des ports de Benghazi et Tobrouk peuvent éventuellement servir d'appoint, mais la maîtrise de la Méditerranée par l'Angleterre complique leur utilisation. De plus, le climat du désert entraîne l'usure rapide des matériels et rend difficile la vie des hommes et les conditions des opérations militaires. C'est le général Graziani qui commande les forces italiennes de Libye. Il vient juste de remplacer le général Balbo, abattu par erreur par la DCA italienne au-dessus de Tobrouk. Considéré comme un spécialiste des combats en Afrique, il a la réputation d'un bon meneur d'hommes. Il dispose de 250 000 hommes, 400 chars et un peu plus de 300 avions organisés en deux armées. La 5e armée en Tripolitaine avec 5 divisions et la 10e armée en Cyrénaïque avec 12 divisions. Mais s'il semble conséquent, ses effectifs cachent de grosses faiblesses. Déjà, ces unités manquent de mobilité. Graziani estime même à 1500 le nombre de véhicules manquants. Les chars sont des modèles anciens, légers et plutôt médiocres. Enfin, les 300 avions, la plupart de type ancien, n'ont pas de fil traçable et sont le plus souvent immobilisés pour entretien ou réparation. Pour finir, le moral n'est pas très bon, et l'état-major, plutôt que d'entraîner la troupe, essaye de lui donner le plus de confort possible, ce qui n'améliore pas vraiment sa combativité, pendant que les officiers, eux, mènent une vie mondaine de temps de paix. En fait, ces forces ne sont pas du tout en état de mener une guerre moderne, et seule la faiblesse des effectifs anglais leur laisse une chance de vaincre. Côté anglais, justement, le général Wavell, commandant en chef au Moyen-Orient, ne peut consacrer que 36 000 hommes à la défense de l'Égypte. Ces troupes sont regroupées dans la Western Desert Force, commandée par le général O'Connor, et composée de la 7e division blindée, de la 4e division indienne et de la 1re brigade blindée. Si elles sont plutôt médiocrement armées et équipées, elles sont bien entraînées et ont un moral élevé. Elles disposent quand même de 275 chars, dont 35 chars lourds pour l'époque de type Matilda, et sont relativement bien motorisés. Comme la frontière n'a pas de position défensive adaptée, Wavell a été contraint d'installer ses forces sur les positions de Mars-Amatrou, à 250 km de la frontière et seulement 350 km d'Alexandrie. Seul un groupe interarmes de la 7e division blindée surveille la frontière, tout en menant des opérations agressives contre les postes frontières italiens. Début juillet, Graziani prévient Rome qu'avec le peu de moyens motorisés dont il dispose, il ne pourra pas faire mieux qu'une attaque limitée sur la frontière. En réponse, le général Badoglio, commandant des forces italiennes, lui promet des renforts qu'il ne verra jamais. Le 19 août, Mussolini donne l'ordre impératif d'attaquer l'Égypte malgré les nouvelles réserves de Graziani. Les Italiens finissent par lancer leur attaque le 9 septembre. Les difficultés d'approvisionnement et le manque de véhicules ne permettent d'utiliser que 5 divisions. Et encore, l'infanterie libyenne est obligée de se déplacer à pied, et des divisions sont obligées de faire mouvement l'une après l'autre en se partageant les véhicules disponibles. Graziani lance son infanterie le long de la route côtière, protégée sur le flanc sud par les unités mécanisées. Seulement gênés par la RAF, les assaillants parviennent aux abords de Soloum, puis s'en emparent avec l'aide de l'artillerie le 13 septembre. Le groupe mobile s'empare dans le même temps des passages sur la crête d'Al-Faya. Le 14 septembre, Graziani lance la division de chemise noire 23 mars et le groupe mécanisé en avant. Le 15 septembre, les Italiens prennent Bubuque, et le 16 septembre, après un bref combat contre les éléments avancés de la 7e division blindée anglaise, ils s'emparent de Sidi Barrani. Graziani décide alors de s'arrêter là et de consolider ses positions avant de continuer. En fait, il ne bougera plus. Les Allemands, qui veulent mettre la pression sur les Britanniques,
propose alors aux Italiens d'envoyer un détachement mécanisé pour relancer leur offensive. Mais Mussolini, lors d'une rencontre avec Hitler le 3 octobre, refuse, estimant ses forces capables de conquérir l'Égypte. De plus, Hitler, déjà tourné vers l'attaque de la Russie, considère le théâtre méditerranéen comme secondaire et veut y investir le moins de moyens possible. Il demande néanmoins à son état-major d'étudier les possibilités d'envoi d'un corps mécanisé. Pendant ce temps, Graziani ne reste pas inactif et fait construire un aqueduc pour l'eau depuis la Libye. Il installe aussi plusieurs camps fortifiés autour et au sud de Sidi Barrani, mais trop loin les uns des autres pour se soutenir mutuellement. De plus, cela contribue à l'immobilisme des forces qui ne contrôlent pas les espaces entre eux. En revanche, il n'arrive pas, malgré des demandes répétées, à obtenir le matériel pour motoriser et équiper correctement ses unités. En fait, Mussolini garde ses forces, car il s'apprête à lancer une attaque contre la Grèce depuis l'Albanie sans en avertir Hitler. L'offensive débute le 28 octobre et Hitler, furieux, fait stopper les préparatifs d'envoi d'unités en Afrique et décide de ne fournir qu'un appui aérien aux Italiens en Libye. Côté anglais, après le soulagement de voir les Italiens s'arrêter, les renforts arrivent enfin. 100 chars sont débarqués en Égypte, dont 50 chars Matilda. Wavell décide de lancer une attaque pour repousser les Italiens en Libye. Ce sera l'opération Compass. Elle est prévue comme un raid à grande échelle et n'est censée durer que 5 jours, même si une éventuelle exploitation est envisagée en cas de succès. Dans la nuit du 8 au 9 décembre, les unités anglaises se positionnent discrètement un peu à l'est des positions italiennes au sud de Sidi Barrani. Le 9 à l'aube, elles lancent l'attaque. Les Anglais profitent de la mauvaise disposition des forts qui ne peuvent se soutenir entre eux pour s'infiltrer dans le dispositif. Les Italiens sont attaqués dans le dos et la surprise est totale. Le 11 décembre, malgré la perte de la moitié des chars Matilda, les Anglais s'emparent de Sidi Barrani. Ils font 38 000 prisonniers et la majorité du matériel italien est perdue. La 7e division se lance immédiatement vers l'ouest, en contournant Solhoum et El Faya. Le 16 décembre, Graziani ordonne la retraite des éléments de Solhoum et Bardia. Mais il est déjà trop tard, les Anglais ayant coupé la Via Balba un peu à l'est de Tobruk. Mais une victoire aussi totale sur les Italiens n'était pas prévue, et Wavell a, dans son plan, prévu de retirer la division indienne dès la chute de Sidi Barrani pour renforcer les forces du Soudan. Celle-ci part donc vers l'est quand les Italiens fuient vers l'ouest. O'Connor, pour sa part, doit attendre son remplacement par la 6e division australienne, qui n'arrive que début janvier. Le 3 janvier, c'est l'assaut australien sur la zone fortifiée de Bardia. Le 5 janvier, la place capitule, laissant 30 000 nouveaux prisonniers aux mains des assaillants. Le 7 janvier, les Australiens sont aux abords de Tobruk, et la 7e division blindée est positionnée plus à l'ouest. Mais l'offensive est à nouveau stoppée. L'échec de l'attaque italienne sur la Grèce a amené Churchill à proposer l'aide anglaise aux Grecs, et il a demandé à Wavell d'arrêter les opérations au cas où des renforts devaient y être envoyés. Mais les Grecs refusent de peur de provoquer l'intervention allemande. Le 20, les opérations reprennent. Les Australiens s'emparent de Tobruk le 22 janvier, capturant toute la garnison, puis s'élancent à nouveau vers l'ouest. Ils sont devant Derna le 26 janvier, et les Anglais, après de durs combats, prennent le carrefour stratégique de Mikili le 27 janvier. Graziani ordonne alors l'abandon de Derna et la retraite sur Benghazi. Le 3 février, les reconnaissances alliées montrent que les Italiens abandonnent aussi Benghazi. O'Connor lance audacieusement la 7e division blindée à travers le désert, pendant que les Australiens poursuivent les Italiens le long de la route côtière. Le 4 février, la 7e division blindée coupe la retraite aux Italiens à Bedafom. La bataille dure 2 jours et 20 000 nouveaux prisonniers italiens rejoignent les camps anglais. Le 8 février, les Anglais prennent El Agheila. La Cyrénaïque est conquise en totalité. La situation italienne est alors catastrophique. La 10e armée est détruite et ses rares débris refluent sur Tripoli. La capitale libyenne n'est défendue que par quelques divisions qui ont été précédemment dépouillées de tout leur matériel lourd au profit de la défunte 10e armée. Les pertes, elles, sont considérables. 130 000 hommes ont été faits prisonniers, dont 22 généraux et un amiral. 380 chars et 850 canons sont perdus, sans parler des matériels de transport, déjà très rares. Mais les Italiens sont sauvés de la déroute totale par l'intervention de Churchill. En effet, les Grecs ont fini par accepter l'aide anglaise, et il ordonne alors à Wavell de stopper les opérations en cours pour dégager des forces à envoyer en Grèce. Les protestations des officiers anglais, qui voient la victoire totale leur échapper, n'y changent rien. Cette décision sera très lourde de conséquences. La Grèce sera envahie par les Allemands sans que le corps expéditionnaire anglais n'y puisse grand-chose, et il devra rembarquer en catastrophe. Et l'occasion de chasser définitivement les Italiens d'Afrique du Nord avant son renforcement est manquée. Les Allemands, soucieux devant la déconfiture italienne et la menace d'un flanc sud tenu par les Anglais, accélèrent la préparation d'un corps expéditionnaire à envoyer le plus vite possible. Le 1er février, sous la pression de son état-major, Mussolini accepte l'aide allemande.
Le 5 février, le général Rommel, qui s'est distingué à la tête d'une division blindée en France, est convoqué par Hitler qui lui confie le commandement du corps expéditionnaire envoyé en Afrique, composé de 2 divisions mécanisées dont une Panzer. C'est le fameux Afrika Korps. Le 12 février, il débarque à Tripoli. Le 14 février, ce sont les premiers éléments de la 5e division légère qui débarquent à Tripoli et qui sont envoyés immédiatement chercher le contact avec les Anglais. Le 11 mars, le régiment de chars de la 5e division légère arrive en Libye. Côté anglais, c'est le contraire. La 7e division blindée est retirée du front et remplacée par la 2e division blindée, incomplète et sans expérience des combats dans le désert. La 6e australienne, envoyée en Grèce, est remplacée par la 9e australienne, mal équipée et peu formée. Le général O'Connor aussi est mis au repos, remplacé par le général Nym dont c'est le premier commandement. En fait, Wavell, qui voit ses forces obligées d'intervenir sur plusieurs fronts, Grèce, mais aussi tentative d'action sur les îles du Dodécanèse, surveillance de l'Irak et de la Palestine, Afrique orientale, pense que les Allemands ne sont pas en mesure d'attaquer avant mai. L'état-major allemand, qui a envoyé précédemment plusieurs missions en Libye, comme les Italiens, sont du même avis, et les consignes données à Rommel pour l'immédiat sont de tenir les positions actuelles. Le nouveau commandant en chef italien pour la Libye, le maréchal Italo Garibaldi, théoriquement supérieur de Rommel, se laisse quand même convaincre de sonder les positions anglaises et d'améliorer les positions de la frontière. Rommel avance donc les éléments de la 5e division légère sur El Agheila, qu'il occupe finalement le 24 mars sans combat. Devant ce facile succès, il prévoit immédiatement un nouveau bond sur Mersa El Brega avec les 50 chars qui viennent de rallier le front. Le 31 mars, et malgré les ordres de Berlin qui l'enjoignent d'attendre fin mai, il lance ses troupes sur Mersa El Brega, suivi par 2 prudentes divisions d'infanterie italienne et couvert au sud par des chars factices construits en bois sur des voitures italiennes et des Kubelwagen. Avec l'aide de canons anti-chars de 88 et des bombardiers en piqué Stuka, l'attaque surprend totalement les Anglais qui reculent en désordre. Enhardis, les Allemands veulent poursuivre leur avance, mais les Italiens renâclent. Convaincu de la faiblesse du dispositif anglais et de sa capacité à les repousser, Rommel décide de passer outre et envoie ses forces en direction d'Aguebadia. Le 2 avril, il attaque la place toutes forces réunies et elle est conquise dans l'après-midi. Cette position, avec ses ressources en eau inépuisables, est une excellente base de départ. Rommel décide alors de diviser ses forces en 3 colonnes. Une colonne formée de l'unité de reconnaissance de la 5e division et d'une partie de la division Breccia fonce sur Benghazi. Les blindés allemands et italiens prennent la direction de Msous. Et enfin, le reste de la 5e est envoyé sur la piste sud vers Mekili, qui est tenue par la 3e brigade motorisée indienne à peine arrivée. Dans le camp anglais, surpris par la brusque offensive allemande, et tiraillé par les consignes de Wavell donnant la priorité à la sauvegarde de la troupe sur la conservation du terrain, cette double offensive crée un vent de panique. O'Connor est dépêché en urgence conseiller Nîmes. Pensant que Msous est déjà aux mains des Allemands, les Britanniques décident d'abandonner Benghazi et de reculer, alors que le manque de ravitaillement a immobilisé les blindés germano-italiens près d'Antala. Le 3 avril, les unités de reconnaissance allemandes entrent dans Benghazi sans rencontrer d'opposition. Le 4, elles se heurtent violemment à la 9e division australienne en prenant la direction de Derna, mais ceux-ci reçoivent l'ordre de décrocher et de reculer. Pendant que les unités de reconnaissance avancent sur Derna, les unités allemandes lancées par Rommel à travers le désert progressent en direction du nord-est vers Mekili. Peu habituées aux conditions du désert, elles souffrent terriblement sur cette piste, déjà surnommée par les Anglais la piste de la mort. Malgré les difficultés de ravitaillement et l'abandon d'un grand nombre de véhicules, Mekili est quand même encerclé à partir du 5 avril. Le même jour, Rommel dépêche depuis le siège un détachement en direction de Derna qui monte une embuscade sur la piste la reliant à Mekili. Le 6 avril, les généraux Nym et O'Connor y sont capturés en tentant de rallier Tobruk depuis Derna. Le 8, après l'échec d'une tentative de sortie, Mekili tombe aux mains des Allemands, leur laissant 1700 prisonniers. Dans le même temps, la 9e australienne recule avec le reste de la 2e blindée le long de la Via Balba. Derna est occupée le 9 avril. Les Anglais décident alors de tenir Tobruk et de reculer les débris de leur division blindée vers l'Égypte avec l'espoir que Rommel, son flanc menacé, n'ait pas la possibilité d'entrer en Égypte. Le 11 avril, les unités de la 5e division abordent Tobruk, où les Australiens se retranchent hâtivement avec les quelques blindés n'ayant pu gagner la frontière. Peu à peu, les unités de l'Axe couvrent le périmètre défensif du port et Rommel, qui ne veut pas perdre de temps, prépare déjà l'attaque de la ville. Mais la troupe est épuisée par 15 jours de combat et de poursuite dans des conditions éprouvantes. Pendant ce temps, le 12 avril, le groupe de reconnaissance occupe Bardia, vide, puis pousse jusqu'à Solum et Fort Capuzzo. Du 14 au 16 avril,
plusieurs attaques sur Tobrouk échouent. Les Allemands, en infériorité numérique, ayant laissé une bonne partie de leur matériel étalé sur les 500 km de pistes parcourues, ne peuvent venir à bout des Australiens. À Berlin, le chef d'état-major, le général Halder, irrité par les initiatives de Rommel qui distrait des moyens alors que la campagne des Balkans vient de commencer et l'attaque de la Russie est en préparation, envoie en Libye von Paulus, le futur vaincu de Stalingrad, pour, selon ses termes, ramener à la raison ce général devenu fou allié. À son arrivée, von Paulus juge la situation préoccupante, mais autorise une dernière tentative sur Tobrouk. Le 30 avril, l'attaque est relancée, mais après 3 jours de combat qui n'amènent que peu de progrès, von Paulus impose l'arrêt des opérations à Rommel et lui demande de tenir ses positions. Tout début mai, un coup de main permet quand même de s'emparer de la passe d'Al-Faya, ce qui sera d'une grande importance dans les futurs combats. Côté anglais, c'est la consternation. En 5 semaines, ils ont été reconduits en Égypte, à l'exception de Tobrouk encerclé, et tout est à refaire. La 2e division blindée est exsangue et les pertes sont lourdes. Seule consolation, les renforts ont fini par arriver, et les Allemands, épuisés, à plus de 1600 km de leur base, rencontrent d'énormes difficultés logistiques. De plus, la Luftwaffe, majoritairement concentrée sur l'invasion des Balkans et la future invasion de la Russie, n'a plus les moyens suffisants pour neutraliser Malte et les convois italo-allemands sont la cible régulière des Britanniques. En fait, l'initiative va à nouveau changer de camp.